Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode un peu différent car il s'agit de l'épisode numéro 10. J'ai bousculé nos habitudes, pas de rubrique habituelle. Pour démarrer cet épisode, je vous propose de découvrir les coulisses du podcast. Comment est-il créé? C'est parti. Premièrement, je fais des recherches sur le net, bien souvent sur Instagram. Je me balade, je farfouille jusqu'à ce que je tombe sur une photo qui m'interpelle. Je fouille un peu le profil et les liens associés. Vous voyez ici le profil de Crochet Maniaque que j'ai trouvé très joli, plein de couleurs, très vivant, alors que je ne la connaissais pas avant de faire le podcast. Je vous avoue que j'ai été impressionnée par son nombre d'abonnés et je me suis demandé si elle allait prendre la peine de me répondre. Et oui, c'est ce qu'elle a fait, sans problème. Continuons avec les étapes suivantes. Ensuite, je tente ma chance en envoyant un message d'invitation à la personne que je souhaite inviter. J'ai un fichier Excel que je mets à jour à chaque fois pour suivre mes demandes de participation et de contact. Ça m'évite de contacter plusieurs fois la même personne. Ensuite, j'attends impatiemment une réponse. Quand elle ne vient pas, je retente ma chance un peu plus tard. Et quand elle arrive, je suis aux anges. C'est parti, la machine est lancée. J'approfondis mes recherches sur mon invité. Cette fois-ci, je prépare mes questions que je rédige sur Canva et que j'envoie par écrit. L'idée est de donner la liberté à mon invité de répondre quand il est dispo. Donc, l'écrit lui permet de relire les questions au calme et d'y réfléchir. Je demande des réponses audio ou vidéo pour donner un côté interactif au podcast. Je ne vous cache pas que je préfère les réponses vidéo que je trouve plus vivantes, mais chacun est libre de faire comme il le souhaite. Une fois les questions rédigées et envoyées, c'est le moment que je préfère, découvrir les réponses à mes questions. Parfois, je contacte la personne qui a répondu pour rebondir à chaud à ses réponses. Avec Linda Funky Crochet de l'épisode 5, on a passé un moment à parler sur WhatsApp, tellement j'étais absorbée par son histoire. Elle vendait ses créations sur les plages de sable blanc à ses débuts. Elle m'a enregistré d'autres réponses supplémentaires, c'était trop intéressant pour ne pas le partager avec vous. Parfois, les réponses prennent un peu plus de temps, comme avec Lou Passion dans l'épisode 4 qui a répondu à mes questions en direct avec des audios WhatsApp. Étant derrière mon ordinateur à ce moment-là, je la voyais effacer, recommencer, je l'entendais rire, me dire « Attends, j'efface, c'est pas bon là ». Je me suis régalée et j'ai bien rigolé. Crochet Maniaque m'a fait réaliser combien mes premiers épisodes étaient mous. Je n'osais pas parler fort, je parlais très doucement et je dirais même mollement. Quand j'ai ajouté ces vidéos, j'ai senti la différence entre sa voix ensoleillée, joyeuse, pleine de vie et ma voix molle et timide. Ça a changé ma vision du podcast et m'a mis un bon coup de pied au derrière pour procéder autrement. Voyez la différence entre mon premier épisode et celui après avoir interviewé Crochet Maniaque. Croquis des vêtements pour enfants et elle est créée en cherchant toujours une difficulté supplémentaire. L'expérience aidant la confiance en soi à croître, j'ai lancé il y a un peu moins d'un an ma chaîne YouTube avec des tutos pour réaliser mes pulls. Vous trouverez des informations sur l'actualité crochet, mais également des présentations de livres, de magazines crochet. Des invités, tels que le crochet de plume dans l'épisode 2 ou bien Crochet Maniaque dans l'épisode 3. On voit même la différence entre l'épisode 4 et aujourd'hui. C'est assez rigolo d'ailleurs de regarder son évolution et les changements qu'on a mis en place. Les tout premiers épisodes sont différents car je filme en même temps que je parle. Je suis donc coincée derrière ma caméra à éviter tout mouvement qui pourrait faire grincer ma chaise et je ne vous dis pas la perte de temps au montage et pour les transferts de vidéos. Aujourd'hui, je fonctionne autrement. Je mets en place la décoration sur mon bureau. Ça peut prendre beaucoup de temps. Je fais plusieurs essais. Je déplace les meubles autour. Je modifie l'éclairage. Et je recommence encore et encore. Alors pour la déco d'aujourd'hui, par exemple, je me suis largement inspirée de Pâques. J'en profite aussi dès que je peux pour vous mettre des fleurs, parce que j'adore ça, je trouve ça très joli. Donc je mets des fleurs, des petites décos. Et alors, tout ce que vous voyez en porcelaine, c'est l'aiguille pinceau qui m'enseigne cet art qui est très joli. Je suis en plein apprentissage de peinture sur porcelaine. Vous pouvez voir à gauche le lapin et l'assiette qui sont réalisés par moi-même et l'œuf sur la droite qui est réalisé donc par l'aiguille pinceau que vous pouvez regarder sur Instagram. Je vous mets quelques-unes de ces créations. Alors, la peinture sur porcelaine, c'est simple. On achète de la porcelaine blanche et dessus, on va peindre quelque chose. On doit créer soi-même sa peinture avec des poudres qui sont des poudres alimentaires que l'on écrase avec de l'essence grasse et de l'aspi. Et puis voilà, on fabrique sa peinture et puis après on peint. On fait passer ça dans un four à des températures très élevées
qui sont à peu près à 800 degrés. Et puis souvent, on doit reprendre sa peinture puisque les couleurs s'estompent un peu à la cuisson, donc il faut les reprendre pour les faire ressortir. Donc souvent, les objets ont 3 cuissons, 2, 3 cuissons, voire 4 cuissons parfois, 5. Ça dépend des objets et des peintures utilisées. Et puis voilà, on arrive à faire de très jolies choses quand on peint aussi bien que l'aiguille pinceau. Donc voilà, en plus du crochet, je fais cette peinture sur porcelaine qui, à mon sens, est beaucoup plus compliquée que le crochet, mais j'aime beaucoup faire ça également. Une fois que je suis satisfaite, je filme et pendant ce temps, je fais mes petites affaires comme la vaisselle, un coup d'aspi. Au bout d'un quart d'heure environ, j'arrête la vidéo et je range tout le bazar que j'ai mis pour ensuite l'ajouter à mon ordi. Le montage commence alors à ce moment-là. J'utilise Movavi. Je rentre en premier lieu la vidéo de la déco. Ensuite, j'ajoute mes photos, celles que mon invité a pu me transmettre, les photos et vidéos annexes que j'ai trouvées lors de mes recherches. La seconde partie que j'aime beaucoup aussi, c'est l'enregistrement audio. Alors, inutile d'essayer de me lancer à l'aveugle et sans texte à l'appui. Je bafouille, je cherche mes mots, donc je recommence. Donc, je commence par rédiger sur Word tout ce que je veux dire. Ensuite, bien sûr, j'adapte. Parfois, je rajoute des choses, parfois j'en élimine, ce qui me fait d'ailleurs bafouiller, mais je garde ainsi une trame de ce que je souhaite dire. Je pense que c'est un processus obligatoire. J'essaye de le faire à l'oral en dictant à Word ce que je souhaitais dire, mais impossible, je bafouille de la même façon. Le fait d'écrire, en l'occurrence ici de taper sur le clavier, me laisse le temps de réfléchir à ce que je vais dire, aux mots que je vais choisir et employer. Parfois, je tente le coup de me dire « Allez, c'est plus mon premier épisode, je n'ai pas besoin de texte ». Mais c'est peine perdue. Je suis beaucoup moins efficace. Je vais faire 10 prises au lieu d'une seule en lisant mon texte. Une fois mon document Word rédigé, je fais une relecture de mes notes pour voir ce que je peux modifier ou améliorer. Et puis, j'enregistre la version audio. J'ai pu remarquer qu'il était mieux de tout enregistrer d'un coup. Selon l'heure de la journée, le ton de notre voix n'est pas le même. On a tendance à parler plus fort en journée et moins fort le soir. Je ne suis pas encore assez organisée pour pouvoir tout enregistrer d'une traite. Je mets environ 5 jours pour créer un épisode, à raison de 3 à 5 heures par jour. Donc parfois j'enregistre le soir et parfois le matin. Quand je réécoute mon podcast, j'entends la différence dans mon ton. Et vous, est-ce que vous l'entendez ? Il n'y a que pour répondre à vos commentaires que je n'ai pas besoin de texte et pour interagir sur les réponses de mon invité. Ça se fait du tac au tac sans réfléchir. Une fois l'audio et la vidéo mis en place, je m'occupe des transitions afin que la vidéo ne saute pas, que je ne coupe pas la parole à mon invité et que les photos s'affichent au moment où on parle d'elle. Je passe ensuite sur Canva pour créer la photo de début et de fin ainsi que les stories qui me permettront de partager la sortie d'un nouvel épisode. Une fois que tout cela est terminé, je regarde mon podcast entièrement pour vérifier que tout est OK, corriger les dernières erreurs. C'est un moment sympa aussi parce que je suis bien souvent contente du résultat. Pour terminer, il faut transformer la vidéo en fichier multimédia. Je vous avoue que là, c'est mon ordi qui fait tout le travail. Mais c'est le moment où je ressens une certaine impatience et une petite boule au ventre, en espérant que la vidéo soit visionnée. Ensuite, il faut passer à YouTube et attendre que la vidéo soit chargée, vérifiée et libre de droit pour qu'elle soit validée par la plateforme. J'en profite alors pour rédiger la description et ajouter les liens divers. Enfin, je peux cliquer sur « Mettre en ligne ». Le bonheur! Ensuite, je fais ma pub sur les réseaux sociaux. J'envoie un message aux différentes personnes présentes dans le podcast pour qu'elles soient au courant qu'elles sont dans l'épisode. Parfois, j'ai un merci, c'est sympa. Parfois, la personne est hyper emballée et partage partout. Ça, c'est la récompense. Ensuite, je guette la courbe de vue, les commentaires, la récompense du travail des derniers jours. À peine 2 jours sont passés que je suis déjà en train de chercher le prochain sujet pour l'épisode suivant. C'est un cercle sans fin. Alors pour cet épisode 10, je vous ai mis à contribution. Cette fois-ci, c'est vous qui me posez vos questions et j'en ai reçu des très sympas. Nous allons commencer avec les invités que j'ai pu accueillir tout au long de ces 10 épisodes. Commençons par Linda Funky Crochet qui était l'invitée de l'épisode 5. Alors Aurélie, pour les questions, j'aurais aimé savoir depuis quand tu pratiques le crochet et comment le crochet est arrivé entre tes mains. D'où viennent tes inspirations également? Nous serions curieux et curieuses de le savoir.
comment est venue l'idée de créer ta chaîne et également la superbe idée pour les podcasts parce que je pense qu'on en a besoin sur YouTube et ailleurs. Voilà. Merci Linda pour tes questions et merci pour les compliments. Alors, je pratique le crochet. Alors, en fait, j'ai commencé à crocheter vers l'âge de 9 ans, en vacances chez ma grand-mère. Je ne savais pas trop comment m'occuper, certainement un dimanche pluvieux. Et puis, elle m'a dit, il faut savoir faire quelque chose de ses 10 doigts. Donc, on a tenté ça, le crochet. Je me suis entraînée avec mon petit crochet et les pelotes. Et j'ai trouvé ça bien sympa. Donc, j'appréciais, en allant chez ma grand-mère, continuer à crocheter. Et puis ensuite, j'ai arrêté parce que l'adolescence, parce que la vie de jeune adulte, le travail. Donc, j'ai pas continué le crochet et j'ai repris assez récemment, enfin assez récemment, ça commence à faire un petit peu maintenant. En 2011, je faisais un marché de Noël avec mes parents, avec ma mère notamment, qui était créatrice également. Et du coup, pour m'occuper pendant ce marché, je me suis dit, tiens, voyons si je sais encore faire. Elle avait toujours un crochet sous la main. Donc, j'ai voulu retester et là, ça a été très facile pour moi de reprendre puisque j'avais déjà toutes les bases. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Donc, j'ai repris à l'occasion de ce marché. Et puis, je ne me suis pas arrêtée. Et puis ensuite, le Covid aidant avec son confinement, il n'y avait rien d'autre à faire que crocheter. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à sortir de ma zone de confort pour apprendre des points plus complexes et des techniques que je ne connaissais pas avant. D'où viennent mes inspirations? Alors ça, c'est une question sympa. Je fais un peu comme tout le monde. Je farfouille sur Instagram, sur Pinterest. Je regarde ce qui se fait. Je regarde aussi beaucoup les personnes autour de moi. Dans la rue, des fois, je peux regarder quelques secondes le vêtement de quelqu'un en me disant, tiens, lui, il est fait de cette façon, ça m'intéresse. Voilà, je peux chercher comme ça. Je vais aussi farfouiller les livres de crochet, les magazines. Voilà d'où me viennent mes inspirations. Comment m'est venue l'idée de créer cette chaîne et le podcast? Alors, j'ai commencé après, avec le temps, à montrer mes créations. Je faisais des petits pulls pour enfants, notamment le pull mouton qui plaisait énormément. Et les personnes que je croisais, les crocheteuses notamment, me disaient mais pourquoi tu ne fais pas des tutos? Comment on fait? Est-ce que tu peux m'expliquer? Je voudrais faire ce point, je voudrais faire le pull comme ça. Alors au début, je ne voulais pas du tout partager ma technique, notamment sur ce pull mouton. Je ne voulais pas du tout expliquer comment je le faisais parce que je n'avais pas envie de le croiser partout sur les marchés ou de voir des crocheteuses le publier. Et puis, j'ai vu que tout le monde se mettait au tuto. Je commençais à suivre les tutos de Mamie Crochet, Lydia Crochet. Je me suis dit, c'est vrai que ça a l'air sympa. Tout le monde a l'air très enjoué dans les commentaires. Tout le monde a envie de tenter le coup. Et donc, j'ai passé le cap. Je me suis dit, allez, on y va. Je vais tenter de partager mon tuto. Alors, justement, ce pull mouton, c'est celui qui a le plus de vues aujourd'hui. Il atteint bientôt les 10 000 vues, je crois. Et puis j'ai mis le pull panda, j'ai mis tous mes petits pulls animaux que j'aime bien. Du coup voilà, j'ai voulu créer ma chaîne pour partager les tutos et pour voir un peu si ça prenait, comment ça pouvait fonctionner. J'avais envie de faire partie de la communauté de ces designers crochets comme elles s'appellent parce que je trouve ça assez sympa. Pour ce qui est du podcast, je sais pas trop, j'avais envie d'un truc nouveau autour du crochet. C'est vrai que j'ai beaucoup cherché de podcasts crochet et à part voir des personnes qui se montrent en gros plan et qui montrent toutes les créations qu'elles ont réalisées, on voit pas grand-chose d'intéressant. Il n'y a pas d'émission, de podcast à proprement parler avec des rubriques informatives. C'est sympa hein, de voir les créatrices et leurs pulls et leurs créations et comment elles l'ont fait, tout ça. Bon, ben moi j'en fais, donc ce qu'elles vivent, c'est un peu ce que je vis. Ça me donne pas vraiment envie de regarder le podcast de 45 minutes où la fille va me montrer en gros plan le pull qu'elle a fait. Par contre, j'avais envie de trouver un podcast qui allait m'apprendre, comme sur mon dernier épisode, ce qu'est l'intelligence artificielle au crochet, qui allait me montrer des sujets un peu plus proches d'un magazine, des choses où j'allais apprendre des choses au crochet, j'allais apprendre des informations. Et ça, j'ai pas trouvé. Alors, en anglais, il y en a, mais bon, tout le monde ne parle pas anglais. Et j'ai pas vraiment trouvé en français. Et je me suis dit, je vais tenter de le faire, moi, à ma sauce.
je vais me faire mon podcast, je vais créer un podcast et puis ça le rendrait encore plus sympa si j'invitais des personnes pour partager, échanger, apprendre de nouvelles choses puisque c'est grâce à l'échange qu'on apprend le plus. Donc voilà, je me suis lancée dans ce type de format que je trouve d'ailleurs très sympa et agréable à mettre en place. C'est la première fois que je parle sur une aussi longue durée dans ce podcast. Passons maintenant à l'univers de Lalu, qui était l'invité de l'épisode 7. Dis-moi Aurélie, quel est le plus gros projet crochet que tu rêves de faire? Merci pour ta question. Alors, j'ai tout de suite eu quelque chose qui m'est venu en tête et qui pourtant n'est pas colossal ou hyper compliqué à faire, mais que je n'ai jamais tenté. Je ne sais pas si je tenterai un jour. C'est ces parapluies qu'on voit qui sont tout en crochet. Je trouve ça très joli. Alors, je ne sais pas trop pourquoi on pourrait l'utiliser, mais je trouve que c'est un objet vraiment superbe. Donc, je pense que je dirais ce type de création, un parapluie crochet. Passons maintenant à Pimp My Crochet qui était dans l'épisode 6. Bonjour Aurélie, c'est Karine de Pimp My Crochet. Je voulais savoir depuis combien de temps crochettes-tu? D'où vient ta passion du crochet? T'a-t-elle été transmise? À très vite. Merci pour ta question. Alors, comme je l'ai dit précédemment, ça m'a été transmis par ma grand-mère maternelle. Ma grand-mère paternelle crochetait également. Ma mère crochetait également. Donc, j'ai quand même été pas mal entourée de crocheteuses. Donc, je pense que j'ai très vite eu la fibre au crochet. Et pour la durée, donc comme je disais, je m'y suis vraiment remise en 2011. Donc, ça fait 13 ans que je crochette réellement. Avec donc l'apprentissage des bases qui était de mes 9 ans à mes, je sais pas, peut-être 10 ans, 12 ans, dans ces eaux-là. Merci pour ta question. On continue avec les questions de crochet maniaque. Coucou ma belle, alors ma première question c'est, imagine, on te dit, voilà, Aurélie, tu vas partir en vacances pendant 1 mois et tu n'as le droit qu'à une petite valisette où mettre tout ton nécessaire, on va dire, de crochet, mais la valisette, elle est petite, tu vois. Alors, quel est le fil que tu mettrais dedans? Quel est le crochet? Enfin, qu'est-ce que tu mettrais à l'intérieur de cette valisette? Merci pour cette question qui nous fait voyager. Donc, si je partais en vacances avec ma petite valise, j'irais forcément au soleil. Je prendrais donc le coton Passion de Loup Passion parce qu'il est fin, parce que c'est une petite pelote ronde qui est facile à caser, je pense, dans une valisette. Et avec ça, je prendrais un crochet Clover en taille 3. Ça irait très bien et j'aurais de quoi me faire des petits hauts bien sympas pour mes vacances. Et je pense que je prendrai peut-être 1 ou 2 marqueurs que j'arriverai à glisser dans ma pelote. Et ça s'arrête là, je ne prendrai rien de plus. Alors, ma deuxième question, c'est après la chaîne YouTube, les publications dans le magazine Crochet Pratique, est-ce que tu as un rêve en particulier, un projet que tu aimerais réaliser? Alors un rêve en particulier, ben oui, ce serait que ça cartonne, qu'à chaque fois que j'ai une idée farfelue et que je la sorte, ça fonctionne à fond et que je sois débordée de demandes, d'achats. C'est pour ça que quelqu'un comme Laura Création me fait rêver. Elle est obligée d'organiser des ventes avec des temps donnés parce que sinon elle n'arrive pas à tenir son stock parce qu'elle a trop de demandes. Donc c'est vrai que ça me fait rêver. Ensuite, un projet qui me ferait rêver, ce serait ce qui se fait pas mal en ce moment, sortir un livre de crochet. Donc avec peut-être mes petits pulls, mon pull mouton, panda, singe, lutin. Ce serait la consécration de longues heures de travail et de réflexion. Donc ce serait une super récompense. Ma troisième et dernière question, c'est pourquoi aimes-tu le crochet? Qu'est-ce que le crochet apporte à ta vie et est-ce que, comme moi, ça te fait méditer? Alors, j'aime crocheter parce que ça range mes idées. C'est un peu bizarre de le dire comme ça. Parfois, j'ai plein de choses dans la tête. Je réfléchis à pas mal de choses. C'est même un peu brouillon. Et au moment où je crochette, tout se range et bien souvent, je trouve des solutions
à des problèmes auxquels j'ai réfléchi pendant un petit moment dans la journée. Le fait de me poser et de crocheter, eh bien, je réfléchis à ça, je revis certains moments de la journée et c'est vrai que ça m'aide beaucoup à démêler tous les nœuds. Alors les nœuds, je les fais avec mes pelotes, mais dans ma tête, ça les démêle bien. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté, je pense que je me pose vraiment et que je prends le temps de réfléchir au moment où je crochette. Ce que ça m'apporte, c'est aussi un côté très plaisant de par la maîtrise de cet art, puisque j'essaie des fois de me lancer dans d'autres choses et je sens que je ne maîtrise pas du tout. C'est très compliqué, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup d'efforts, alors que le crochet, ça coule, c'est facile. Je veux faire quelque chose, je regarde, je sais le faire tout de suite. Il n'y a pas trop à se prendre la tête. Donc ça aussi, c'est quelque chose, le crochet m'apporte une sorte de confiance. J'ai confiance parce que je connais bien le domaine et ça, c'est assez rassurant. Et ce côté méditation, je pense que oui, c'est le tout de ce que je viens de dire, démêler les problèmes, les idées et d'avoir cette confiance qui est apaisante. Je pense que dans l'ensemble, c'est quelque chose de très apaisant et qui à la fin fournit un résultat gratifiant. Ça fait plaisir, on est fier de ce qu'on a réussi à faire. Parfois on l'est pas, parfois on se dit oula, je suis un peu partie loin, mais quand on a fait quelque chose de joli, c'est gratifiant et on est très content du résultat. Donc c'est quand même quelque chose de très positif ce crochet. Je te remercie pour tes questions très sympas. Nous allons passer maintenant aux questions posées sur Instagram. Donc la première vient de Croche ta maille, qui me dit « C'est dur de te poser des questions en réfléchissant, on ne sait pas grand-chose sur toi. J'en ai trouvé malgré tout quelques-unes. Tu feras ton choix sur celles qui ont ta préférence. Eh bien, je vais toutes les faire. Donc, je suis plutôt crochet cocooning ou crochet aventurier. Ça dépend, ça peut être les deux. Quand je n'ai pas envie de me prendre la tête, je vais me faire du crochet facile que je sais gérer, surtout le soir, du crochet où je vais vite, où je réfléchis pas et je fais quelque chose de rapide et que je maîtrise. Le crochet aventurier, ce sera plutôt quand j'ai le temps de crocheter l'après-midi. Je vais tenter des points que je connais pas. Je vais essayer de sortir de ma zone de confort et d'apprendre des nouvelles choses. Crochet du matin ou crochet du soir? Alors, crochet du matin, ça, c'est sûr que non. Je ne crochette jamais le matin. J'ai pas mal d'autres choses à faire. Le soir, oui, devant la télé. Il n'y a rien d'autre à faire devant la télé que du crochet. Et le jour où je regarde un film sans crochet, c'est que j'ai un problème. Je suis malade, j'ai mal à la tête, j'ai vraiment un souci. Ça n'arrive jamais. J'ai toujours un crochet le soir devant la télé. D'ailleurs, si je regarde un film stressant, je vais crocheter 2 fois plus vite. Donc, il y a certains ouvrages, je fais exprès de me mettre un film un peu où je vais être prise par le film et je vais crocheter bien plus vite. Quels sont tes podcasts préférés et pas seulement crochet? Alors, mes podcasts préférés, j'en ai pas énormément. J'écoute principalement le podcast de Paradox, qui est l'entreprise qui a monté David Laroche, qui est un coach qui a une façon de penser que j'aime beaucoup dans la motivation en disant on peut tous réaliser nos rêves, allez-y à fond, je suis derrière vous. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ces podcasts à lui, d'autant plus qu'il fait un peu dans la même idée que moi, à un niveau bien supérieur. Il invite des célébrités, lui, et il leur demande comment elles ont réussi, comment elles ont pu braver des fois la famille qui était contre le fait qu'ils se lancent dans certaines carrières, les amis, le public qui n'a pas fonctionné. Donc, je trouve ça très intéressant de voir des personnes qu'on connaît aujourd'hui, qui sont des stars de cinéma, d'entendre leur discours disant là j'ai galéré, mes parents ne voulaient pas, j'y suis allée mais ça a raté. Je trouve ça assez rassurant de voir que pour y arriver, eh bien on commence par rater. Donc c'est vrai que je regarde beaucoup son émission, son podcast, c'est un podcast qui s'appelle donc Paradox et qui est de David Laroche. Après, je regarde pas mal aussi en tant que podcast, on va dire, on peut lui donner ce terme, en aparté sur Canal, qui est en version claire, donc même si vous n'êtes pas abonné Canal, vous pouvez regarder. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a inspiré pour ce podcast. C'est une émission où la personne qui interviewe ses invités les reçoit dans un appartement qui est très très beau.
mais elle n'est pas présente. Elle n'est qu'une voix. Donc c'est un peu l'idée de mon podcast. On ne me voit pas, on ne voit jamais qui je suis. Je suis juste la voix qui interroge les personnes et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup parce que les personnes réagissent pas pareil quand elles sont seules et quand elles ont quelqu'un en face. Donc elles sont très à l'écoute de cette voix qui pose les questions, qui est là. Et j'aime beaucoup ce podcast et cette façon de fonctionner. Merci beaucoup pour tes questions. On continue avec l'amigurumi FR. Coucou, allez, une petite question pour la forme. Où trouves-tu les idées ou bien l'inspiration pour tes projets de crochet? J'espère que la question est claire. La question est très claire. J'y ai répondu déjà un petit peu avant. Donc, je disais que c'était principalement sur Pinterest et Instagram. Et puis aussi sur l'univers qui m'entoure, les livres, les personnes autour de moi. Voilà comment je trouve. Après, bien sûr, Mamie Crochet et compagnie. Je regarde aussi les vidéos, les tutos. Donc, voilà pour l'inspiration. Merci pour ta question. Là, pour le coup, vous m'entendez au naturel, je ne lis pas de texte. Comme quoi, il vaut mieux aussi un texte pour pouvoir parler un petit peu moins des fois. Continuons avec Franck Rocher, donc, qui était l'invité de l'épisode 8 et qui m'a envoyé « Ah tiens, je veux bien savoir ce que tu considères comme un ou une professionnelle du crochet. » Merci pour ta question qui rebondit sur cette adhésion à Franck Rocher qui, à mon sens, était uniquement pour les professionnels. Du coup, Julie m'a expliqué comment ça fonctionnait un peu plus profondément. Pour moi, un professionnel du crochet, c'est quelqu'un qui a une entreprise crochet, qui a monté sa boîte, qui vit de ça, enfin en tout cas qui essaie de vivre de ça, qui est un professionnel comme n'importe quel professionnel. On peut avoir un professionnel dans l'automobile, dans la musique, je ne sais pas. Un professionnel du crochet vit de son crochet. Et il est donc considéré comme, le crochet est considéré comme son métier. Voilà ma vision du professionnel du crochet. Merci Julie pour ta question. Alors, Sissi Homme Crochet me demande est-ce que tu crochettes professionnellement ou pour le plaisir? Et la question tombe à pic puisque c'est en lien avec celle qui est juste avant. Je crochette pour le plaisir. Le crochet n'est pas mon métier principal, n'est pas mon métier d'ailleurs du tout. C'est surtout une passion. Donc voilà pour la réponse. Merci Sissi Homme Crochet. Nous allons passer maintenant aux questions que vous m'avez posées sur YouTube. Alors, les premières viennent de Alexandra Dang 3390. Comment as-tu appris à crocheter? Celle-ci, on l'a déjà faite. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer un podcast également? Fais-tu autre chose en même temps que tu crochettes? Musique, télé, autres. Alors, comme je le disais, je crochette beaucoup devant la télé, enfin beaucoup le soir, quand je regarde le film du soir, je me mets au crochet également. Je peux aussi crocheter devant mon podcast quand je suis sur la phase d'écoute et de vérification et qu'il n'y a pas énormément de choses à vérifier. Quand les personnes parlent, je vais sortir mon crochet pour faire comme vous en fait, pour voir ce que ça fait que de crocheter derrière mon podcast. Après, chez moi, il y a toujours de la musique qui tourne, donc il y a également de la musique. Fais-tu plusieurs ouvrages en même temps ou vas-tu au bout d'un projet avant d'en commencer un autre? Alors j'adorerais aller au bout d'un projet avant d'en commencer un autre, mais c'est impossible. J'ai tellement d'idées qui fusent à droite, à gauche, dans tous les sens. D'ailleurs, j'ai beaucoup de notes parce que dès que j'ai une idée, je vais la noter. Comme si j'allais pouvoir l'oublier, alors qu'en principe, les idées restent en tête. Elles tournent en rond jusqu'à ce qu'on s'y mette. Donc non, j'ai plusieurs ouvrages en même temps. Après, j'essaie d'être un peu disciplinée et en principe, j'ai pas plus de 2 ou 3 ouvrages en même temps parce que sinon, j'ai l'impression d'être débordée et d'avancer sur rien. Donc là, par exemple, je suis en train de faire un pull feuille qui est un tuto Lydia Crochet, qui est un pull que j'aime beaucoup et que je voudrais avoir dans un autre coloris. Donc, je le fais pour moi. En même temps, je prépare un nouveau tuto. Et en même temps, je termine un autre tuto. Donc, j'en ai 3. Donc, je m'interdis formellement d'en démarrer un 4e, même si des fois, j'en ai un petit peu envie. Quelle étape préfères-tu dans ton processus de création? Ça, c'est une bonne question parce que j'en ai aucune idée. Si, je dirais peut-être les finitions. Donc, quand je crée, par exemple, un pull, je vais d'abord faire un croquis. Donc, il y a toute la réflexion sur les couleurs que je vais associer, les points que je vais utiliser, la technique aussi utilisée pour faire, par exemple, un pull
je vais tout écrire. Donc ça, c'est ma première étape. Ensuite, je passe au travail du crochet. Et c'est vrai que les pulls, c'est très long et parfois ennuyeux. Le temps de faire le tronc, on va dire le corps, c'est pas très intéressant. Les manches, ça va, jusqu'aux manches, ça va. Mais alors après, c'est un petit peu long. Donc ça, c'est pas franchement le côté que j'aime le plus, sauf sur un point compliqué ou sophistiqué qui du coup permet de ne pas s'ennuyer, comme le point jasmin. J'ai pas encore fait de pull en point jasmin, mais ça viendra. Ça aussi, c'est un projet colossal. La question que posait l'univers de la Lune, c'est un énorme projet, je pense, de faire un pull au point jasmin et j'aimerais beaucoup. Mais après, ce que j'aime beaucoup, oui, donc ce sont les finitions. Quand je termine mon pull, ben, les petits rangs de mailles serrées à la fin, où je vois que le pull a vraiment pris forme et où je vois que ben, il reste que le petit plaisir de la fin et on a bien avancé. Donc je pense que ce sont les finitions. Pratiques-tu d'autres loisirs créatifs? Eh bien, je le disais également précédemment, je fais de la peinture sur porcelaine, que j'aime beaucoup. Je fais ça, pas autant que le crochet quand même, hein, je fais quand même beaucoup plus de crochet, mais j'essaie de m'y tenir, surtout que j'essaie d'avoir une déco hivernale et estivale chez moi. Donc, cette peinture sur porcelaine me permet au fil des saisons de changer de type de peinture et c'est bien agréable. En dehors du crochet et de la peinture sur porcelaine, je n'ai pas vraiment d'autres loisirs créatifs. Merci pour tes questions. Continuons avec Sauterelle 96. Quels sont les accessoires crochets indispensables pour tes créations? Alors, je me suis fait cette petite trousse que vous avez en tuto d'ailleurs, une trousse à crochet, je ne la quitte jamais, j'adore cette trousse parce que justement dedans, il y a tous mes accessoires. Et comme accessoire indispensable, en plus bien évidemment du crochet et de mes pelotes, je dirais que j'aime beaucoup les marqueurs. Donc j'utilise énormément les marqueurs parce que je trouve ça très pratique. Et notamment, dernièrement, j'ai acheté des marqueurs chez Croche ta maille. Au début, je voyais pas trop l'intérêt. Je voyais pas mal de crocheteuses avec ces petits marqueurs un petit peu jolis, ces marqueurs bijoux. Et je me disais, bof, pour me poser sur le crochet, le retirer, je vois pas trop l'intérêt. Et puis en sympathisant avec Croche ta maille, j'ai eu envie de passer commande sur son site et donc je me suis lâchée sur les marqueurs. Et bien j'en suis ravie et je comprends maintenant ces filles qui font collection de marqueurs. C'est vraiment quelque chose de très agréable d'avoir un joli marqueur sur son crochet, sur son ouvrage. Quand on prend une photo d'ailleurs pour la montrer. Mon idée principale, c'était celle-ci, de prendre de jolies photos de mes créations en cours grâce à ces marqueurs. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé. Je pense que j'en rachèterai parce que je trouve l'idée très sympa et j'ai envie de m'en faire une petite collection. Donc je dirais que l'indispensable, c'est ces petits marqueurs. Autrement, comme tout le monde, hein, la vraie aiguille à laine, pas la grosse aiguille avec le pic très pointu au bout que je pouvais avoir pendant toutes ces années. Je me suis aussi acheté des aiguilles à laine qui sont bien pratiques. Donc voilà pour mes accessoires. Quel est le plus bel ouvrage que tu aies réalisé? Peux-tu nous le montrer? Le plus bel ouvrage, je ne sais pas, mais on va dire celui dont je suis le plus fière, je dirais mon pull feuille, qui est un tuto de Lydia Crochet. Je crois que je n'ai jamais été aussi contente de réaliser quelque chose parce que visuellement, je le trouve, même moi en tant que crocheteuse, je le trouve assez impressionnant, bien qu'il ne soit pas très compliqué à faire. C'est vraiment quelque chose, un pull que j'aime beaucoup. Il y a aussi ce pull mouton qui est mon numéro 1, ma super création, on va dire, qui plaît à tout le monde et qu'on me demande assez souvent. Donc ce pull mouton est aussi très sympa. Voilà, je dirais ces deux ouvrages sont mes deux préférés. Quel est le projet que tu recommanderais à un débutant, un intermédiaire, un avancé du crochet? Alors, j'ai recommandé souvent des bandeaux, des headbands pour les débutants. Et j'ai pu voir dernièrement que c'était quand même assez compliqué de bien piquer la toute dernière maille. Donc souvent, les personnes qui débutent me disent, mais je ne comprends pas, ça se termine, plus ça va, plus mon bandeau est petit. Donc je ne suis pas sûre que ce soit le plus simple. Dernièrement, j'ai mis en ligne un tuto pour les protège-tasses qui est à la mode en ce moment, un point granny pour faire que l'on met un rectangle en point granny que l'on met autour de la tasse pour rendre la tasse plus jolie. Je pense que celui-ci est particulièrement bien pour les débutants puisque pour piquer, il faut piquer dans le trou, donc c'est hyper facile, plutôt que de piquer sous les deux brins. Donc je recommanderais
protège-tasse que j'ai mis en ligne récemment. Pour un intermédiaire, il faudrait quelque chose d'un peu plus complexe. Un intermédiaire, je le ferai partir peut-être sur le tuto marinière qui a été publié dans Crochet Pratique, je ne sais plus quel numéro, 27 peut-être, qui est en fait deux rectangles que l'on coud au niveau des épaules et sous les manches. Donc, ce qui est compliqué pour l'intermédiaire, c'est que ça va être quelque chose de long à réaliser, où il faut être régulier au niveau des points. Mais après, il est censé savoir faire deux rectangles parfaitement droits à ce niveau-là. Donc, j'irai peut-être sur ce type d'ouvrage. Et pour un avancé, je lui conseillerais de faire les mitaines point étoile qu'on trouve également sur ma chaîne YouTube. Puisque c'est également un rectangle avec de la couture, mais la complexité du point étoile peut être intéressante à travailler. Et après, le niveau encore au-dessus, je passerai au point jasmin avec, par exemple, ces porte-monnaies jasmin que j'aime beaucoup. Là, quand on attaque le point jasmin, à mon sens, c'est qu'on commence à bien crocheter quand même. Donc voilà pour ça. Achètes-tu tes laines au fur et à mesure que tu avances dans tes projets ou es-tu lénivore? Je pourrais être lénivore, vraiment sans problème, je pourrais acheter, surtout que j'ai assez de place pour stocker beaucoup de laine, je pense. Mais je ne le fais pas parce que j'ai une sorte de culpabilité, de gaspillage qui va se mettre en place en me disant, mais faut vraiment que j'utilise toute cette laine parce que sinon je gaspille. Et ça, c'est quelque chose qui m'est insupportable. Donc je préfère me retenir et acheter de la laine au fur et à mesure de mes ouvrages. Chez Loupation, d'ailleurs, quand je fais un tour sur son site, il faut que je fasse attention parce que j'ai envie de tout acheter, de toute façon. Mais c'est vrai que non, j'arrive à me retenir quand même s'il y a eu des périodes où j'en achetais pas mal parce que quand il y a une promo ou quand il y a des pelotes vraiment pas chères, on se dit, oh là, c'est l'occasion, il faut vraiment que je remplisse, ce qui sert absolument à rien. Donc en plus j'aime bien utiliser au printemps et en été du coton plus fin et en hiver de la laine. Donc ça sert à rien d'acheter des tonnes de laine ou de coton puisque la saison va changer et j'aurais pas envie de travailler ce type de matière. Donc non, j'arrive quand même à me limiter sur l'achat des pelotes. Et quelles sont les matières que tu préfères crocheter? J'aime quand même beaucoup la laine. Je n'aime pas du tout la saison hivernale, mais alors j'aime beaucoup crocheter la laine. En l'occurrence, une des laines que j'adore, c'est la laine Angora de Loupation. C'est vraiment, elle est d'une douceur, c'est une laine que j'aime beaucoup. Après, il y a des cotons sympas. Le coton aquarelle est pas mal aussi, toujours chez Loupation. J'aime beaucoup ce type de coton, mais la laine est vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Après, j'ai essayé avec des petits sacs d'été le tricoton, qui est du coton très épais, qui se crochette en taille 5 ou 6. Et là, je trouve ça assez compliqué au niveau du poignet. Donc, c'est une matière que j'aime pas trop. Mais oui, je dirais la laine et du coup, l'angora, j'aime beaucoup. Merci beaucoup pour tes questions qui étaient différentes de celles que je lis d'habitude et qui étaient bien agréables, qui m'ont fait réfléchir un petit peu plus que les autres. Merci. Alors là, sincèrement, je crois que mon temps de parole est largement écoulé et que vous en avez eu assez, vos oreilles ont eu assez de ma voix, je pense, pour un petit moment. Donc, je vais m'arrêter là pour vos questions et je vous remercie à tous et à toutes d'avoir joué le jeu et d'avoir été les personnes qui m'ont invité à mon propre podcast. Un grand merci à vous, c'est très sympa. Et puis, écoutez, merci de me suivre, d'écouter et d'être toujours là, de continuer à attendre la sortie des prochains épisodes. Le prochain arrive très vite, je sais déjà qui est l'invité. Donc ça arrive très vite. À très bientôt. Au revoir.